Je vais me permettre de démarrer un peu en avance. J'ai déjà dit des choses, là je fais l'enregistrement, c'est pour ceux qui vont voir la vidéo plus tard. Donc, je viens de distribuer le devoir 1, il est également envoyé par mail, hein, il devra arriver d'ici peu. Donc, ce devoir 1, il va contenir donc 6 exercices, il y en a un bonus de 10 points. Essentiellement, les exercices font le tour du programme, hein, enfin, font le tour de ce qu'on a fait. Donc, un exercice sur des calculs de limites, calculs de limites qui pourront se faire aussi de manière un peu plus simple avec les outils que je vais introduire aujourd'hui. Un exercice sur une suite et de la récurrence, un peu comme on a fait pendant le cours. Un exercice sur des séries, ça c'est une question aussi de cours d'aujourd'hui. Nous avons ensuite un exercice aussi en lien entre séries, sommes, un petit mélange d'études de fonctions, tout ça, plutôt sympathique. Et après des calculs d'intégrale. Donc voilà, le programme là, de ces exos font le tour de vraiment tout ce qui va être dit dans le cours jusqu'au 8 octobre. Hein. Donc, ça permet de rappeler que le 8 octobre, il y a une séance exceptionnelle de cours, à la place de la démonstration. Donc il va y avoir 1 heure de cours, puis 1 heure d'exercice, et le but étant de vous introduire les intégrales proprement. Je vais peut-être avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais si je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, j'en parlerai essentiellement plus vite. Bon, pour le reste, tout est, pour ainsi dire, dit hein, dans les consignes. Donc là, vous pouvez travailler en groupe, il n'y a aucun problème avec ça. L'important c'est que chacun ramène une copie et que l'écriture soit distinctive, donc, enfin, dans le sens où il ne faut vraiment pas que je retrouve 2 copies copier-coller. Hein, vraiment que ce soit, quand même, il y a des règles là-dessus, donc je veux quand même éviter ce problème. Donc pas de copier-coller, juste, ok, si vous avez les mêmes idées, de toute façon ça va se retranscrire, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de vous distinguer. Donc, ça va être important. L'utilisation de GeoGebra, pas de problème. Il y a aussi, je propose SageMath, mais je pense que j'aurai pas le temps d'en parler avant, en tout cas, même le 8 octobre, je pense que je pourrais pas en parler. Donc on en parlera essentiellement plus tard, mais ici, voilà. GeoGebra, déjà, voilà, vous avez tout à fait le droit de l'utiliser, il n'y a aucun problème. Juste, ça ne sera pas une preuve hein, si vous l'utilisez, hein, le but c'est vraiment de vérifier vos calculs. Si vous avez la moindre question, pas hésiter à m'envoyer un courriel. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, terminer par le fait qu'il faudra rendre la copie le 17, donc dans 3 semaines. Avant 21 h, si c'est envoyé par mail, je ferai attention à l'heure de réception, et si je reçois des copies un peu en retard, il pourrait y avoir des pénalités. Voilà. Mais bien sûr, dépendant des justifications qu'il y aura à côté de ça. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel sur ce devoir. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le fonctionnement de ce devoir? Non, pas de questions. Alors maintenant, je vais après sur les questions du cours. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait la dernière fois, ou même encore avant, sur la démonstration peut-être? Rien d'important? En tout cas, parmi ceux qui sont présents. Ok, très bien. Bon, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire? Donc le 8 octobre, je l'ai dit. Le devoir 1, tout ce que j'ai dit est dit. Bien sûr, il sera sur le Moodle également. Pour l'instant, il est envoyé par mail. Il devrait arriver d'ici peu, comme j'ai dit. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait que je dise. Donc, on est parti pour le cours. On va commencer par des rappels du cours précédent, puis des compléments. Puisqu'il y a de petites choses que je n'ai pas racontées et que j'aimerais raconter, sur les suites notamment. Et une fois que j'aurai fait ça, on embraye sur les sommes, on revient sur la proposition que j'ai donnée, et on va faire la preuve de quelques petites choses. D'autres choses seront prouvées pendant la démonstration. Donc j'ai déjà, pour ceux qui ont déjà vu les exos, normalement vous avez dû vous rendre compte qu'il y a certaines sommes, notamment la somme des i carrés et la somme des i cubes, qui sont proposées en exercice. Donc, voilà. Bon alors d'abord les rappels. Bon, alors je ne fais pas l'affront de faire le rappel du cours 1. Ça devrait aller, hein, continue, dérivabilité, bon, voilà. Là, on avait embrayé sur un autre sujet, les suites. Donc les suites, je vous rappelle qu'on note comme ceci, UN, entre parenthèses. On avait rappelé quelques petites choses, notamment le fait qu'on peut définir une suite de manière explicite ou récurrente. Donc je rappelle que explicite, ça veut juste dire que
on peut l'écrire en fonction de n et qu'on peut calculer le millième terme directement, donc en remplaçant n par 1000 par exemple. Okay, et récurrente, ça veut dire qu'on peut calculer un plus 1, mais dépendant des autres termes. Donc on peut avoir une fonction qui dépend, alors là je vais l'écrire d'une certaine manière, qui peut dépendre de du un-1, de u0 peut-être même, on peut aller jusqu'à u0 si on veut, et de m. Voilà. Donc une suite récurrente, c'est une expression qui vous dit comment calculer le terme suivant en fonction des termes précédents. Et donc en général, on ne peut pas calculer u1000 directement. Et c'est une façon de bien comprendre la différence entre ces deux choses. Je vous ai rappelé quelques petites choses aussi concernant la monotonie. Je vous ai rappelé, donc je vous ai donné quelques petites choses concernant la monotonie. Donc pour étudier la monotonie, on a vu 3 méthodes essentiellement. Donc je rappelle que la monotonie, c'est juste savoir si c'est croissant ou décroissant. Dire que c'est croissant, ça veut dire que les termes un, le terme un sera plus petit que le terme un plus 1 à partir d'un certain rang n0. Et puis décroissant dans l'autre sens. Donc la monotonie, j'avais parlé du fait que quand c'était explicite, eh ben on étudie f. D'accord, sur un bon intervalle, etc. Et on dérive, enfin, voilà, on revient sur des choses qu'on sait bien faire avec les fonctions. Si c'est pas explicite, on a la méthode de la soustraction, un plus 1 moins un, et on regarde le signe de ce truc-là. Et la dernière méthode, le cas où un est strictement positif à partir d'un certain moment, on peut regarder un plus 1 sur un et le comparer avec l'autre. Si c'est plus petit que 1, c'est décroissant, si c'est plus grand que 1, c'est décroissant. Voilà, c'était les différentes méthodes pour étudier la monotonie. On a vu également la notion de preuve par récurrence. Ok, alors la notion de preuve par récurrence, comment ça marche? Je vous ai parlé d'une dame qui nettoyait ses escaliers. Vous voyez cette image en tête pour bien comprendre comment ça marche. Donc l'idée, c'est vraiment de d'abord montrer qu'une propriété est vraie pour une certaine valeur de n, puis ensuite montrer une hérédité, donc montrer que si Pn est vrai, alors il faut que Pn plus 1 soit vrai. Donc la dame de ménage, pareil, si elle nettoie une marche, elle nettoie la suivante. C'est ça qu'il faut démontrer. Preuve par récurrence fonctionne en 2 étapes, qu'on appelle initialisation. Donc montrer que la propriété est vraie pour un certain n0. Et puis ensuite, on a l'hérédité, où là, il faut montrer que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 l'est aussi. Et donc on a vu les différentes traces qu'il faut sortir, fixer une valeur de n, supposer que Pn est vrai, montrer que Pn plus 1 est vrai. Et une fois qu'on a écrit ça, c'est la partie la plus dure, en général. Bon, voilà, donc on avait vu ça, et puis à la fin du cours, on a parlé des cerveaux. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Juste d'abord, j'aimerais compléter la partie de cours sur les suites, parce qu'il me manque un tout petit quelque chose dont je n'ai pas parlé et que j'aimerais vous en parler. C'est des suites particulières. Il y a 2 types de suites qu'on rencontre assez souvent quand on étudie justement les suites. Il y a les suites qu'on dit arithmétiques et les suites géométriques. Ça va être ce qui devait être ma partie C que j'ai sauté sans le faire exprès sur les suites. Donc il y avait la partie A, c'était la généralité, partie B, c'était la preuve par récurrence, et la partie C, c'était les suites particulières. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Donc les suites particulières, il y en a 2 types. Il y a les suites arithmétiques et les suites géométriques. Alors, une suite arithmétique, c'est pas dur. Je vais donner un exemple. Une suite arithmétique, ça peut être quelque chose comme, on a 3, 5, 7, 9, vous sauriez deviner le terme suivant. Voilà, exactement. Puis le suivant, 13. Et donc vous remarquerez une certaine régularité sur cette suite.
à chaque fois qu'on va calculer le terme d'après, il suffit d'ajouter un nombre constant, ici plus 2, pour obtenir le terme suivant. Donc les suites arithmétiques sont définies de manière récurrente par la chose suivante. U0 est donné, vous avez une valeur particulière qui est donnée, donc le premier terme, et puis vous avez la récurrence un plus 1 égale un plus r. Donc avec r, un réel. Donc la suite que je viens de donner, ici r égale 2, donc pour cette suite-là, vous avez r égale 2, et puis u0 égale 3. Ok, alors ces suites arithmétiques sont très gentilles parce que quand on a une expression récurrente, on peut aussi deviner son expression explicite. Et son expression explicite, bah, ça va être tout simplement un égale u0 plus n fois r. Par exemple, si je veux déterminer 11, directement, donc c'est-à-dire là j'ai le premier, là c'est 0, 1, 2, 3, 4, donc je suis en train de calculer pour n égale 4, alors la formule me dit u4 égale 3 plus 2 fois 4. Et vous voyez bien que ça devient 11. Okay. Pour passer de l'un à l'autre, il y a une preuve facile à faire, par référence. Pour montrer que si on a ça, on peut faire une preuve par récurrence. Alors je vous explique très rapidement comment elle va marcher cette preuve. Donc évidemment une preuve par récurrence, toujours les deux étapes, initialisation, hérédité. Initialisation, ben, vous regardez pour n égale 0. U0 égale U0 plus 0 fois R. Bon. C'est pas fou. Mais ça marche bien. Ok. Voilà. Et puis ensuite, l'hérédité. Ben, vous supposez que... Alors là, j'oublie d'écrire fixons, mais je vais directement à l'essentiel. Vous allez supposer que un plus 1, un pardon, est égal à U0 plus NR. Donc il faut montrer que un plus 1 égale n plus 1, enfin U0 plus n plus 1 fois R. Et si vous faites le calcul, la chose qui va se passer, c'est que bah, d'abord, n plus 1, vous savez que pour passer d'un terme à l'autre, il faut juste ajouter R. Donc j'écris ça, n plus 1 égale un plus R. Et puis là, on utilise l'hypothèse de récurrence. Donc c'était ça, c'est pour ça que je l'ai donné. C'est l'hypothèse de récurrence. Et donc je pourrais écrire U0 plus NR plus R. Et NR plus R, ça fait N plus 1 fois R. De factoriser. Voilà la ligne, les lignes importantes de la preuve par récurrence. Bien sûr, la preuve par récurrence, on l'écrit plus proprement. Je l'écrirai plus proprement sur le PDF. Mais là, je voulais juste vous montrer les lignes importantes. Ça marche? Arrêtez-moi s'il y a un truc dedans. Ok, donc là, ça me permet de faire le lien entre les deux, et donc on est capable de passer d'une suite récurrente à une suite explicite avec celle-là. Et dans l'autre sens, c'est relativement évident. C'est relativement évident. Il suffit de faire un plus 1 moins un, et regarder la valeur de R. Notamment, ça me permet de faire cette petite chose en plus, que je vais écrire ici. Donc si je fais un plus 1 moins un, je viens de le dire, ça donnera R. Et si vous pensez à la méthode du signe, pour connaître la monotonie d'une suite, eh bien, vous voyez que si R est positif, la suite est croissante, si R est négatif, la suite est décroissante. Donc c'est ce que je vais dire ici. Donc si R est positif, UN croissante. Si R est négatif, UN décroissante. Donc, bien sûr, si R égale 0, constante. On va l'écrire. Et puis, on peut également facilement étudier les limites. Donc, pour les limites, la limite, quand n tend vers l'infini de un,
Eh bien, on a plus infini si R. Donc si R est plus grand que 0, est-ce que la file est jeune? C'est pas impossible. Mieux. Bon. Donc si R est plus grand que 0, on a ça. Si R égale 0, ben on a juste eu 0. Et puis si R est négatif, là on va avoir moins infini. Tout simplement parce que vous avez une constante plus n fois un truc positif ou négatif. Si c'est positif, bah n fois quelque chose de positif, quand n grandit, ça va plus infini. Et si R était négatif, cette fois-ci vous irez dans l'autre sens. Donc voilà, les limites ne sont pas trop méchantes à donner. Tout se passe plutôt bien. Bon, puis l'intérêt des suites arithmétiques, c'est notamment de pouvoir, donc, cette puissance, on va dire, de pouvoir passer d'une expression récurrente à une expression explicite assez facilement. Et donc, ce qui peut arriver, c'est que quand on étudie une autre suite, et qu'après avoir fait quelques calculs, on se rend compte qu'on peut ramener ça à une suite arithmétique, ben, on est capable de donner une expression explicite de la suite. Je vais vous en donner un exemple un peu après, j'aimerais d'abord parler de suite géométrique, si cela vous vient en fois. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur la suite arithmétique? Juste, on ajoute plus, comme là je l'ai fait, on ajoute plus 2 ou plus 3 à chaque fois, ou plus moins 2. C'est vraiment cette idée-là, et après, bah, c'est toutes les choses qui découlent. Alors, la suite géométrique, c'est pareil, c'est assez simple. J'en donne un exemple. Le suivant. Bon, pour les informaticiens, c'est plus simple encore. Ils sont tellement habitués de calculer avec des nombres binaires et des puissances de 2. Mais oui, voilà, vous pouvez reconnaître que c'est une suite de puissance de 2. Et notamment, pour passer d'un terme à un autre, je multiplie toujours par la même chose. Ici, je multiplie toujours par 2. Ok? Donc, bah, c'est ça, une suite géométrique. Une suite géométrique, de manière récurrente, je peux la définir comme la chose suivante. U0 est donné, et UN plus 1, c'est égal à Q fois UN, avec Q arrière. Donc là, l'exemple que nous avons sous les yeux, c'est faire x2, donc ici Q égale 2. Alors j'ai oublié de le dire, mais Q est appelé la raison de la suite géométrique. Et R aussi est appelé la raison de la suite. Mais bien évidemment, ce n'est pas le même contexte. D'un côté, c'est une suite arithmétique, de l'autre côté, c'est une suite géométrique. C'est pour ça que je les ai notés R et Q. Il faut bien les distinguer. Donc si vous voyez une question où on vous dit voilà, vous avez une suite, montrez qu'elle est géométrique, déterminez sa raison et son premier terme. Bon, bah, sa raison, c'est la valeur de R ou la valeur de Q suivant le contexte. Okay. Et le premier terme, c'est souvent U0. Donc on a ça, très bien. Et puis, bah, pareil, hein, tout comme pour les suites arithmétiques, nous avons la possibilité de donner une expression explicite. Et l'expression explicite est la suivante, UN égale Q puissance n fois U0. Dans l'exemple, donc U0 égale 1, Q égale 2, donc ça veut dire que UN, je vais vous mettre, je mets pas, UN égale 2 puissance n. Exactement comme pour le pressenti. C'est la suite des puissances de 2. Bon, puis comme pour les suites arithmétiques, on peut étudier la monotonie, on peut faire pas mal de choses. Pour passer de l'un à l'autre, encore une fois, c'est une preuve par récurrence. Cette fois-ci, je ne l'écris pas, parce qu'en fait, c'est quasiment le même genre de truc que ce qui se passe là-haut. Et donc, je vous invite à essayer de le faire. C'est pas très difficile. Encore une fois, initialisation, U0, vous voyez ce qui se passe. Rien à dire, en fait. Et puis, vous voyez ce qui se passe ensuite quand vous regardez UN plus 1, connaissant l'expression de UN. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Okay. Et puis après, concernant la monotonie et les limites,
Alors la monotonie, ça va essentiellement dépendre du signe de Q. Vous voyez qu'il peut se passer des choses un peu bizarres, peut-être. Si vous prenez Q égale -1, par exemple, vous pourrez avoir quelque chose qui alterne, pour lequel on ne peut pas avoir monotonie, par exemple. Okay. Mais par contre, si Q est positif, là, on va peut-être pouvoir faire des choses. Okay. Alors, je vais écrire ici, si je prends U0 positif, et je vais prendre Q positif, dans ce cas précis, il y a donc deux choses qu'on peut faire. On pourra remarquer que la suite, dans ce cas-là, est toujours positive. Encore une fois, petite récurrence si on n'est pas convaincu. Donc si U0 est positif, si UN est positif, vous faites UN plus 1 égale Q fois UN. Q est positif, UN est positif. D'accord? Encore une fois, récurrence toute gentille. Et franchement, il y a des récurrences, je ne les écris pas. Juste pour vous inviter à essayer de les faire, parce que ce sont vraiment des petites récurrences, pas méchantes, et ça vaut vraiment le coup de s'y essayer. Okay. Sur le PDF, je les mentionnerai, les preuves par récurrence, que vous pourrez essayer. Et vraiment, voilà, celle-ci peut en faire partie, montrer que UN est positif, à partir juste de ces deux données. On a que UN est positif, très bien, donc on est bien dans la condition où on peut faire la division. Et si je fais la division, on a donc UN plus 1 sur UN qui vaut Q. Et donc encore une fois, c'est toujours présent sur le tableau, hein, c'est pour ça que je n'ai pas effacé, c'est toujours présent. Vous avez juste à comparer avec 1 pour savoir ce qui se passe. Donc si Q est plus grand que 1, la suite est croissante. Si Q est plus petit que 1, la suite est décroissante. Je vais mettre une flèche pour mettre croissante. Ok? Je peux mettre des égales. Voilà. Et puis ensuite, les limites. Bon, je vous fais juste ce cas-là et d'autres cas peuvent se déduire. Notamment si U0 est négatif. Si U0 est négatif et Q est positif, toujours, voilà, ce qui va se passer, c'est que ça va être un peu l'inverse. Si Q est plus grand que 1, on va avoir UN décroissant. Si Q est plus petit que 1, on va avoir UN croissant. Okay. Tout simplement parce qu'il y a un moins. Donc si vous avez un truc croissant et que vous multipliez par un moins, vous allez vous retrouver avec un truc décroissant. Que ce soit l'idée. Et bien évidemment, si Q est, je vais l'écrire tout de suite, si Q est négatif, on ne peut rien dire. Si Q est négatif strict, pas de monotonie. Très important. Okay. Parce qu'on se retrouve dans un cas où on alterne. Pensez à -1, 1, -1, 1, -1, 1, 1, 1. Ça, c'est une suite géométrique de raison -1. Ça ne peut rien dire. Ok? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Dites-moi s'il y a un moment, je savais un peu vite. Ok? C'est pas de question, très bien. Alors maintenant, je vais parler des limites. Je vais me permettre maintenant d'effacer un petit peu. On a de la place. Alors les limites, bah, tout ce qu'il faut savoir, c'est la limite de Q puissance n en fait. D'accord, parce que vous savez que si on a une constante fois une fonction qui tend vers quelque chose, bon bah pour avoir la limite du produit, il suffit de faire le nombre fois la limite. C'est tout. C'est propriété, règle de limite si vous voulez. Bref. Bon alors on a plusieurs cas de figure. Le premier, c'est si Q est plus grand que 1 strictement. Si Q est plus grand que 1 strictement, vous voyez ce qui se passe là quand on fait x2 à chaque fois. x2, 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 vous voyez qu'on se retrouve avec un nombre de plus en plus grand. Je pense que c'est assez... Si on n'est pas convaincu, on peut faire de la proposition de limite. Hein. Mais c'est assez simple de voir que ça va tendre la puissance. Encore une fois, si on n'est pas convaincu, on peut écrire, je vais l'écrire ici, on peut écrire que Q puissance n, c'est la même chose que exponentielle de n fois ln de Q. D'accord? Q, c'est la même chose que... Si j'avais fait par étapes, j'aurais écrit ça. Et après, vous avez la propriété de puissance qui vous dit que vous faites le produit de ces deux-là pour avoir le résultat juste dans une seule puissance de 2. Ok? Donc, si j'utilise ça,
Bon bah, Q est plus grand que 1, donc là, le ln de Q, il est plus grand que 0. N pour un truc plus grand que 0, quand n tend vers l'infini, ça tend vers plus infini. Et puis l'exponentielle, quand quelque chose tend vers plus infini là-dedans, bah, ça tend vers plus infini. Voilà, comme ça, j'espère vous en avoir convaincu. En effet, c'est pas quelque chose de trop méchant. Ensuite, si Q égale 1, bon bah la limite c'est 1. Bah, vous faites 1 fois 1 fois 1 fois 1. Bon voilà, ça fait 1. Il n'y a rien à dire. Si Q est plus petit que 0 cette fois, plus petit que 0, plus petit que 1 mais plus grand que 0, non, attendez. Je vais prendre Q compris entre moins 1 et 1. Si je prends Q compris entre moins 1 et 1, la limite ça va être 0. Alors si je reprends l'écriture que j'ai ici, ce qui va changer c'est essentiellement... Donc, alors, prenons le cas où Q est plus grand que 0 strict. Ok? Si Q est plus grand que 0 strict, le ln de Q je peux le calculer, ça donne un truc de négatif. D'accord? On est compris entre 1 et 0. Donc le ln d'un truc compris entre 1 et 0, ça donne un truc négatif. Vous avez ici donc un truc négatif. Je vais l'écrire en rouge pour distinguer tout ce que j'ai écrit en vert. Du coup, n fois quelque chose de négatif, quand n tend vers l'infini, ça tend vers moins infini. Et puis ensuite, l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins infini, c'est 0. Ok? Donc voilà, bah, je vous ai déjà convaincu qu'entre 0 et 1, ça marche. Pour 0, 0 fois 0 fois 0, pareil. Et puis pour le cas négatif, bah, en fait, quand vous avez un nombre négatif, je vous fais un exemple, si vous aviez ça, bah, vous avez une petite propriété sur le produit des puissances, là, enfin, si vous faites une puissance d'un produit, bah, ça va être la même chose que le produit des puissances. Donc vous pouvez écrire la chose suivante. Et donc, bah, si vous avez déjà réglé ce problème ici, vous savez que ça tend vers 0. Et puis, bah, lui, bon, bah, moins 1, 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc-là est compris entre moins 1 demi puissance 7 et puis 1 demi puissance 7. D'accord? Parce qu'on alterne, en fait, moins, plus. Donc on alterne entre lui et lui, en fait. D'accord? Bon, et puis les deux termes que j'ai mis là tendent tous deux vers 0. Donc on peut utiliser le théorème des gendarmes. Pour conclure que le truc au milieu tend vers 0. Voilà, je vous l'ai fait sur un exemple, mais je peux le faire avec Q négatif. De manière générale, je fais le même genre de procédé. Donc voilà, j'obtiens 0. Et puis enfin, il reste un dernier cas de figure, hein, vous me direz, bah, Q petit moins 1. Et là, bah, il n'y a pas de limite. Et là, ça paraît à peu près logique, hein, pensez-y, si vous preniez moins 2, je pourrais commencer avec 1, puis après moins 2, puis 4, puis moins 8. Plus ça va, plus vous allez osciller de plus en plus grandement. Donc vous allez avoir un bout qui va tendre vers plus infini, puis un autre bout qui va tendre vers moins infini. Il n'y aura pas moyen de dire que la suite va converger vers quelque chose en particulier. Ni même dire que ça va tendre vers plus infini, puisque vous avez un bout qui va vers moins infini, l'autre, donc impossible de dire quoi que ce soit. Ça va? Ouais. Ok, alors maintenant je vais donner un exemple juste pour vous montrer quelle pourrait être l'utilité d'utiliser ces suites-là. Ok. Juste un seul, alors je vais faire un exemple en utilisant une suite géométrique. On pourrait faire d'autres exemples pour utiliser une suite arithmétique. Je pense que j'en ferai un sur le PDF, mais je vais faire d'abord suite géométrique devant vous. Donc vraiment le but de ces suites particulières, c'est en fait d'être capable de vous donner une expression explicite d'une suite qui a priori est plus méchante. On a l'impression qu'on ne peut rien dire. En tout cas, on peut dire moins de choses. Alors je vais faire un exemple relativement simple, mais quand même déjà un peu compliqué parce que bon, bah, il ne se passe pas, comme je l'ai dit, ça va être ni une suite arithmétique ni une suite géométrique. Mais grâce à ces suites-là, géométrique et arithmétique, on va pouvoir s'en sortir. Donc là, ici, géométrique. Alors si je prends U0 égale, disons,
vol dans 2. Voilà. Et puis, un plus 1 égale 3 fois un moins 2. Donc vous voyez que cette suite, elle est une espèce de mélange entre les deux dernières suites qu'on a vues, arithmétique et géométrique. Notamment, on appelle ça des suites arithmético-géométriques. Voilà. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est bien un mélange entre les deux. Bon, je vous le dis, mais c'est pas utile pour le cours de savoir si c'est arithmético-géométrique. Bref. Alors comment on va pouvoir s'en sortir pour essayer? Donc, imaginons la question, parce qu'on va se mettre un but. La question, c'est de donner une expression explicite, ou déterminer une expression explicite de UN. Imaginons que le but c'est ça. Alors pour réussir à atteindre ce but, eh bien, on va passer par une suite qu'on appelle une suite auxiliaire, c'est-à-dire juste une suite différente qui va dépendre de la suite qu'on est en train de regarder. Donc ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Posons. Alors c'est parce que je sais plus ou moins d'avance ce qui va se passer. C'est pour ça que je ne vais pas poser n'importe quoi. Donc là, je vais poser Vn égale Un moins 1. Il y a des méthodes généraux qui permettent d'étudier ces suites. Là, je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de détails, mais voilà, chaque fois, je vais vous donner la suite. Donc en exercice, à chaque fois, je vous donnerai une suite auxiliaire. C'est ce qu'on appelle une suite auxiliaire, ça. Ou intermédiaire, si vous préférez, hein, c'est la même chose. Et donc cette suite auxiliaire, ben, j'affirme que cette suite, elle est géométrique. Donc la question que je vous pose, là, ici, c'est de montrer que Vn est géométrique et évidemment déterminer son premier terme. Donc son premier terme ici c'est V0. D'accord? Et sa raison, puisqu'elle est géométrique, je vais noter la raison Q. Et maintenant, je vais vous montrer une méthode qui marche quasiment tout le temps quand on travaille avec des suites auxiliaires. Je veux montrer qu'une suite est géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, le but du jeu, c'est essentiellement de montrer que si je veux passer d'un terme à un autre, il suffit que je multiplie toujours par la même constante. Vous êtes convaincu avec ce que je viens de dire? Donc je répète, pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit de montrer que pour passer d'un terme à un autre, il suffit que je multiplie par un autre qui ne dépend pas de elle. Ok? Et bien c'est exactement ce que je vais essayer de démontrer. Et donc je vais faire la chose suivante. Je vais commencer par prendre un entier. Naturel. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qui se passe quand je calcule Vn plus 1. Alors Vn plus 1, bon, en tant que tel, je ne sais pas ce qui se passe entre Vn plus 1 et Vn. J'arriverai pas tout de suite à trouver Vn. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer par Un plus 1. Parce que je sais que Vn plus 1, c'est Vn plus 1 moins 1. C'est juste l'indice qui change. C'est juste l'indice qui change. C'est tout. Ensuite, Un plus 1, je suis capable de l'écrire en fonction de Un. Alors je le fais. Ça, c'est la même chose que 3 fois Un plus de moins 2, pardon. Moins 2, moins 1. Donc ça, c'est la même chose que 3 fois Un, moins 3. Bon, puis là, ça dépend. Si vous le voyez, je suis content pour vous. Si vous ne le voyez pas, il y a une méthode quand même pour s'en sortir. L'idée, c'est que vous voulez revenir à Vn. Impérativement. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous savez comment écrire Un en fonction de Vn. Là, vous voyez que Vn, c'est Un moins 1, donc Un, c'est Vn plus 1. Donc ça découle de l'expression de départ qu'on a écrite pour Vn. Je remplace, donc, je vais avoir 3 fois Vn plus 1
moins 3. Puis je développe. Donc j'ai 3 fois Vn, plus 3, moins 3, et on est content, les 3 s'en vont, on obtient bien 3 fois Vn. C'est gagné, je viens de montrer que la suite est géométrique, puisque je viens de montrer que pour passer de Vn à Vn plus 1, je dois multiplier par 3. Donc je conclus, Vn est géométrique. Et je peux préciser la raison, Q égale 3, et V0, bah, il faut faire juste un petit peu de calcul, V0 c'est 2 moins 1. 2 parce que 2 c'est U0. Bon ben voilà, je connais maintenant très bien la suite Vn, je connais pas Un encore, je connais très bien la suite Vn, bah, je peux donner l'expression explicite de Vn, parce que maintenant je sais que c'est géométrique, je connais la raison, c'est 3, je connais le premier terme, c'est 1, donc bah, le résultat c'est que Vn, je vais le mettre là. Donc le résultat final c'est que Vn peut s'écrire 3 fois puissance n, 3 puissance n, 3 puissance n fois 1. Je peux faire ceci. Donc Vn est égal à 3 puissance n fois 1, donc 3 puissance n. Et puis on l'a dit il y a quelques instants, le lien entre un et Vn il n'est pas dur. D'un côté il faut faire moins 1, de l'autre côté il faut faire plus 1. Là on aimerait arriver à un. Bon ben je vais faire plus 1. Donc un égale 3 puissance n plus 1. Et c'est terminé, vous avez l'expression explicite de la suite. Si vous n'en êtes pas convaincu, on peut calculer les premiers termes. C'est ce que je vais faire. Donc U0, bon, je pense que c'est assez clair, si je remplace par n égale 0, on va bien obtenir 2, donc ça fait 3 puissance 0 plus 1. Je rappelle que n'importe quel nombre à la puissance 0, si ce nombre est non nul, n'importe quel nombre à la puissance 0 vaut 1. Tout va bien, j'échappe, U0, c'est bien ce qu'il faut. Et maintenant, si je calcule U1, alors je vais d'abord le calculer avec cette expression, donc ça fait 3 puissance 1 plus 1. 3 plus 1, 4. Si maintenant j'utilise la formule par récurrence là-bas, je me rends compte que U1, c'est égal à 3 fois U0 moins 2. Donc c'est 3 fois 2 moins 2. 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. J'ai bien trouvé la même chose du côté récurrent que du côté explicite. Bon, puis si je continuais le calcul, hein, si je voyais U2, bah, je pourrais vous montrer que U2, ça donne la même chose des deux côtés. Puis je pourrais continuer parce que bon, bah, ça y est, j'ai prouvé pour tout n en fait. Donc, voilà, c'était juste pour vous convaincre que ce que j'ai fait, c'était pas complètement sorti de nulle part. Hein. J'ai vraiment fait les choses de façon à pouvoir vraiment exprimer UN, la suite UN, de manière explicite, donc juste dépendant de n. Et maintenant, vous pouvez calculer U1000 facilement. Il suffit de remplacer n par 1000. S'il y a des questions, arrivez ici. Je vais pouvoir passer au sol. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Vous verrez, vous aurez d'autres exercices du même style. Vous avez une suite, je vais vous donner une suite auxiliaire. Il faudra montrer que cette suite auxiliaire est soit géométrique, comme là vous avez pu voir, soit arithmétique. Donc l'arithmétique c'est un peu différent, mais à la fin il faut écrire Vn plus quelque chose, une constante. Ce sera le but du jeu. Mais à la fin le raisonnement est le même, vraiment, il n'y a rien qui change. Voilà, et alors je vous donnerai d'ailleurs de manière assez rigolote, je vous ai parlé du... Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la première suite que je vous ai donnée quand j'ai démarré le cours de suite. 1, 2, 3, 5, 8. Cette suite-là où il fallait calculer avec les deux termes d'avant pour calculer le suivant. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec ce genre de méthode, quand on passe par des suites auxiliaires, pardon, là il n'en faut pas qu'une. On peut passer par des suites auxiliaires, et grâce à ces suites auxiliaires, on peut donner une expression explicite de cette suite. Mais vous verrez qu'elle est moche. Donc je le mettrai en exo de démonstration. Vous verrez qu'elle est moche. Et ce qui est assez étonnant, parce que l'expression, je spoil un peu, mais l'expression va faire intervenir des racines carrées de 5. C'est des racines carrées de 5 alors qu'on travaille avec des entiers, c'est bizarre quand même. Oui, mais le truc, c'est que quand vous faites les calculs de chaque terme à la suite de l'expression que vous allez obtenir, les racines de 5 vont se simplifier.
C'est ça qui est fou. Donc voilà, donc, j'aimerais vous montrer un petit peu ce genre de choses à travers un exercice, c'est vraiment cool. Et vous verrez aussi donc la force de passer par des suites auxiliaires pour pouvoir donner une expression explicite. Voilà. Ça sera la seule suite très méchante que vous verrez. Et je ne proposerai pas un truc comme ça en examen, mais juste pour vous faire découvrir un petit peu ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, si vous voulez. Bon, alors j'ai terminé avec mon complément sur les suites, s'il n'y a pas d'autres questions. Et je vais maintenant revenir sur les sommes. Et puis on va démontrer quelques propriétés, il y en a d'autres que vous aurez à démontrer en démonstration. Donc c'était le 2. En tout cas 2 comme je l'ai numéroté ici, pas comme sur le PDF. Donc somme, type de. Donc on reprend le cours. À proprement parler. Bon, les sommes, je ne vais pas avoir grand chose à ajouter par rapport à ce que j'ai dit, puisque en fait, comme je vous ai dit, il me suffisait juste de balancer toutes les propriétés et j'ai terminé. Et c'est vrai. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est juste de vous démontrer quelques-unes des propriétés sur les sommes, juste les manipuler et voir comment ça marche. Okay. Alors, je vous rappelle que cette notation sigma, que j'écris maintenant de manière un peu plus moche, mais vous savez très bien que c'est sigma. Donc, cette somme-là, de 0 jusqu'à n, par exemple, de UI, ben ça, c'est la même chose que U0 plus UA, et vous continuez jusqu'à UN. Donc, je vous rappelle cette notation. On a fait quelques exemples déjà. Bon. Alors, parmi les propriétés sur lesquelles je voudrais revenir, alors bon, le changement d'indice, je pense que c'était assez clair. J'espère l'avoir été, en tout cas, assez clair sur ça. Vous pouvez changer le I par K, par P, par M, par alpha, comme j'ai dit par singe, aucun problème. Ça ne change absolument rien au calcul que vous allez faire. Ok? C'est le principe des variables uniques. Alors, l'autre propriété intéressante sur laquelle je vais revenir, c'est la suivante. Si je fais la somme pour i allant de P à Q de UI, alors ça, j'affirme que c'est la même chose que la somme, alors là, je change d'indice exprès, pour j allant de 0 à Q moins P, de U, P plus J. Alors, pour se rendre compte que c'est la même chose, il suffit vraiment de le développer. Si vous développez ce truc-là ici, vous avez UP, plus UP plus 1, plus blablabla, plus UQ. Et celui-là, c'est ce terme-là, ça correspondait à I égale P, ce terme-là, c'est I égale P plus 1, puis ce terme-là, c'est I égale Q. Ça va? De l'autre côté, je vais faire pareil, il faut que je fasse par rapport aux valeurs de J. Donc je vais avoir J égale 0, regardez, J égale 1, J égale 2, et puis on déterminera avec J égale Q moins P. Je vais faire exactement la même chose. Donc si je regarde J égale 0, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire U, P plus 0. Bon UP plus 0, c'est UP. Non, je ne ferai pas de blague sur UP. Bref, ensuite vous avez UP plus 1, vous voyez que si je remplace J par 1, je vais bien obtenir P plus 1. D'accord? Le 1 correspondant à la valeur de J. C'est pour ça que j'entoure. Puis le suivant, UP plus 2. Je pense que vous aurez compris. J'entoure les deux. Bon, on continue. Et puis le dernier où vous pourriez avoir un doute, c'est celui-là. J'écris. Donc si je remplace J par Q moins P, j'obtiens U, P plus Q moins P. Vous voyez, vous avez un plus Q et un plus P et un moins P qui apparaissent et qui vont se simplifier. Et ça me donnera bien UQ. Donc je suis bien en train de faire la même somme de chaque côté. Convaincu? Si vous ne l'êtes pas, il faut le dire. Oui? Bon, apparemment je n'ai pas de retour. Oui, non, c'est bon, convaincu. Faut vraiment prendre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait vraiment juste prendre le temps de développer ce qui était écrit.
chacune des formules, et vous voyez assez facilement pourquoi les choses sont égales. Okay. Si j'essaie maintenant avec une autre formule aussi assez rigolote, j'affirmais que cette somme-là, c'est aussi la même chose que la somme pour k allant de 0 à q moins p, et cette fois-ci de u, q moins k. Alors, au passage, je vais rappeler que ces choses-là, c'est un principe qu'on appelle le changement d'indice. Et ici, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai mis j égale... est-ce que c'est ça? Non, c'est... Oui, c'est ça. Je l'écris dans le bon sens. J'ai dit que j est égal à i moins p. Donc, si vous faites i moins p, vous voyez, i moins p, ça fera 0, i moins p, ça fait q moins p. D'accord? Et après, il faut juste remplacer... Puisque du coup, vous voyez que I, c'est la même chose que P plus J. Si vous remplacez, vous voyez qu'on retrouve. Là, ici, c'est aussi un changement de variable. Ici, vous dites que K, alors K ici, ça doit être, je ne fais pas de bêtises, Q, alors Q moins P, est-ce que c'est bien ça? Q moins P moins I. On va vérifier. Hein. Peut-être que c'est juste pas. C'est juste... Ouais, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va démontrer. Puis je vous retrouverai la liste en l'occupant. Alors, on va démontrer que ça, c'est la même chose que le truc du début. Pour le montrer, bah, je vais faire comme je l'ai fait ici, je vais regarder les différentes valeurs qu'on obtient pour chaque valeur d'indice. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand je mets k égale 0, qu'est-ce qui se passe quand je mets k égale 1, et je vais regarder qu'est-ce qui se passe quand je mets k égale q moins 2. Ok? Bon. Alors, dans ce cas-là, je vais faire U, Q moins 0. Bon, ça fait UQ. Tout va bien. C'est bien un des termes de la somme. Ensuite, si je fais K égale 1, je me retrouve avec U, Q moins 1. Et ce terme-là, c'est bien un terme de la somme. Hein. Je ne l'ai pas écrit, mais il est écrit par là. D'accord? C'est bien un terme de la somme, tout va bien. Bon, puis j'affirme que si vous continuez, tous les autres termes, c'est bien les mêmes termes de la somme, c'est juste que vous êtes en train de lire la somme, si vous n'en êtes pas encore rendu compte, vous êtes en train de lire la somme à l'envers. Au lieu de faire de P jusqu'à Q, vous faites de Q jusqu'à P là. Et donc, bah, le dernier, il faut juste s'assurer que le dernier, c'est bien P. Alors, le dernier, ça va me donner U, Q, moins Q, moins P, je mets des parenthèses, c'est important. Donc vous allez, si vous développez, vous allez obtenir Q moins Q, moins P. Bon, moins, ça fait plus, hein, avec des signes. Du coup, cette chose-là, c'est la même chose que UP. U moins Q moins P, c'est la même chose que Q moins Q plus P. Ça donne bien. Ça, tout le monde est convaincu. Et donc, bah, vous voyez que j'ai bien lu la somme à l'envers. Alors, est-ce que maintenant je vais être capable de retrouver le truc là? Donc je crois que ce qu'il faut mettre, c'est plutôt K, on va commencer avec Q. Est-ce que c'est ça? L'idée, c'est vraiment, je pense que ça va être la même chose que là. Hein. I égale Q moins K. Donc ça veut dire que ça va être Q moins I, si je ne dis pas de bêtises. K est égal à Q moins I, et si on modifie, ça veut dire que I égale Q moins K. Ce qui explique pourquoi je change le I par Q moins K ici. C'est encore un changement de variable. Ces manipulations, c'est des changements de variables, et les changements de variables, vous en verrez encore quand on manipulera les intégrales. D'accord? Donc, je rappelle encore une fois qu'une intégrale, comme je l'ai introduit au tout début, c'est en fait une espèce de somme infinie. Donc, si vous comprenez un petit peu ce qui se passe pour les sommes, ce qui se passera pour les intégrales, c'est la même chose. Ce type de changement de variable va réapparaître quand on fera le calcul d'intégrale. Ok, alors maintenant le télescopage, je crois l'avoir déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer. Pour la formule du télescopage. Voilà. Alors, la formule de télescopage était la suivante. Si je fais la somme pour I allant de 0 à m
de UI plus 1 moins UI, donc peut-être que j'ai une ligne de P à Q, mais ça ne change pas grand-chose hein, au principe. Ben là, ça doit donner la même chose que UN plus 1 moins U0. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de termes qui se simplifient entre nous. Et pour se rendre compte vraiment de ça, il suffit vraiment de développer la somme. Donc encore une fois, je regarde qu'est-ce qui se passe pour I égale 0, I égale 1, I égale 2, et puis ensuite I égale N. Donc pour I égale 0, j'ai U0 plus 1, donc U1 moins U0, plus U2 moins U1, plus U3 moins U2, plus blablabla, plus ici UN plus 1 moins UN. Et donc là, vous devez voir que pas mal de choses se simplifient. En effet, le U1 se simplifie avec le moins U1, le U2 va se simplifier avec le moins U2, et ainsi de suite, jusqu'à UN, qui va simplifier avec un plus UN qui apparaîtra avant. D'où le résultat final, UN plus 1, moins 0. Est-ce que ça va? Voilà la preuve de la formule de télescopage. Alors, il me reste à faire deux sommes. Je vais faire la somme des I, donc la somme de 1 jusqu'à 100 par exemple, 1 plus 2 plus 3, etc. Et puis je vais faire la somme géométrique, la somme des Q puissance I. Et vous remarquerez qu'avec ça, vous serez capable de faire les sommes de termes arithmétiques et de termes géométriques. Puisque les termes arithmétiques, pour passer, enfin, vous avez vu l'explication, hein, c'est n fois r, donc on appelle juste n par i pour la somme. Pour géométrique, c'est pareil, Q puissance n, je remplace par Q puissance i. Vraiment la même idée. Alors là, dans la somme i allant de 0 à n, j'affirmais que ça c'était égal à n fois n plus 1 sur 2. Alors, soit vous faites une récurrence. Pourquoi vous pouvez faire une récurrence? Parce que je vous ai donné un résultat. Je vous ai donné un résultat, donc maintenant que vous avez le résultat, vous faites une preuve par récurrence, commencez par n égale 0, vérifiez que ça marche. Puis ensuite, encore une fois, on suppose que c'est vrai pour n, on regarde pour n plus 1, et il suffira d'ajouter le dernier terme, le nouveau terme en n plus 1. Mais là, je ne vais pas vous proposer une preuve par récurrence, je vais vous proposer une preuve directe, qui est assez jolie. Alors la preuve directe vient essentiellement de ce genre de manipulation. Alors, je vous rappelle, parce que j'ai dû peut-être en parler rapidement, l'idée de calculer cette somme, je commence à 0, je mets 0. L'idée de calculer cette somme, c'était en fait, pour faire la chose, c'est en fait de inverser l'ordre des termes. Ce que je vais faire maintenant en dessous, donc n plus n-1, plus n-2, plus n-3, plus là, plus 0 ici. J'ai le même nombre de termes dans la somme et je fais juste coïncider le dernier avec le premier, et ainsi de suite. Et quand j'additionne ces deux choses, eh bien j'ai n plus 0, ça fait n, n-1 plus 1, ça fait n, n-2 plus 2, ça fait n, n-3 plus 3, ça fait n. Et vous l'aurez compris, je n'obtiendrai que des n. Ok? Là maintenant, la question c'est combien de fois? Il faut compter combien il y a de termes dans la somme. Et attention, je commence à 0, donc il va y avoir n plus un terme, mais pas n. Parce que je commence à 0. 0, 1, 2, 3. Oui, j'ai 4. Voilà, bref. C'est pour vous en convaincre. Bref, donc voilà, donc j'ai bien n plus un terme, alors ça va faire n fois n plus 1. Ce truc. Et donc, bon, bah, ce que j'ai additionné, là, en faisant cette addition, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai juste pris la somme, je l'ai additionnée avec elle-même. Au final. Puisque ça, disons que je l'appelle S, c'est la somme, et le truc en dessous, enfin, juste la ligne en dessous, c'est la somme aussi. Donc, ce que j'en déduis, c'est que 2 fois la somme fait n fois n plus 1. Donc, ça veut dire que la somme fait n fois n plus 1 sur 2. Voilà, et on peut le réécrire avec des sigmas si on le veut. D'accord? Vous avez la sigma, là ici, sigma de i allant de 0 à n. Ben, si vous faites le changement de variable comme tout à l'heure, je l'ai expliqué ici, si vous faites ce changement de variable, vous inversez l'ordre des termes que vous lisez. Donc ben, ce que je vais faire, c'est un peu le même genre de choses. Je vais changer en mettant j égale n moins i. Et
en faisant ça, j'obtiens la somme au j allant de 0 à n des... c'est bien n moins i. Normalement, oui. Oui, c'est ça. Donc, je vais obtenir n moins j. Alors, pourquoi j'obtiens n moins j? Parce que là, vous changez la chose, et ici, ça, c'est la même chose que de dire que i égale n moins j. Voilà. Donc, ça veut dire que vous remplacez le i qui est là par ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Ce premier terme, c'est n. Là, vous avez n moins 0, n moins 1, n moins 2, n moins 3, jusqu'à n moins n. Voilà. Donc, je peux le réécrire en sigma, puis après additionner les deux. Additionner les deux, vous allez voir, si vous remettez le même indice, vous allez voir qu'il y a des choses qui simplifient bien. Ce que j'ai fait là, je peux le réécrire avec le sigma. Pardon. Bon, voilà, ça c'était la somme des i. Et donc la somme des i carrés et la somme des i cubes sera en exercice, en démo. Et maintenant, la somme des cubes puissance i, ça aussi c'est un truc rigolo. Une fois que j'ai fait ça, on va pouvoir passer à la suite des séries. Alors si je m'intéresse vraiment à cette somme, pour prouver le résultat, donc le résultat, j'ai annoncé que c'était q puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1 pour q différent de 1. C'est important, sinon vous ne pouvez pas diviser par le 1, bien sûr. Bon, voilà. Alors, l'idée de ce calcul, on peut le faire de différentes manières, mais l'idée c'est en fait, au lieu de voir cette fraction, on peut faire encore une récurrence, hein, bien sûr, je ne vais pas faire par récurrence. Au lieu de voir ça comme une fraction, je peux essayer de multiplier par q-1 et voir ce qui se passe. Au lieu de voir ça comme ça. Donc l'idée c'est de faire q-1 fois la somme. Et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose de très sympathique. Donc quand vous développez, quand vous faites le produit, ça rentre à l'intérieur. C'est une constante, hein. Ça ne dépend pas de i. Donc j'ai q-1 fois q puissance i. Ça fait la somme i allant de 0 à n, et là je développe, donc j'ai q puissance i plus 1 moins q puissance i. Donc là, si vous avez l'œil aguerri, parce que c'est encore au tableau, vous devriez remarquer que ce que je viens d'écrire, ça ressemble beaucoup à ça. Et en effet, vous avez raison, c'est un télescopage, encore une fois. Vous avez ui plus 1 moins ui, hein. Ui plus 1 moins ui. Donc ça va donner q puissance n plus 1 moins q puissance 0, mais q puissance 0, c'est 1. Bon ben voilà. Il ne reste plus qu'à diviser par q-1 et vous avez gagné. Ça va? C'était un télescopage. Voilà. Bon voilà, j'ai expliqué toutes les formules. Si vous voulez, on peut faire un petit exemple ou deux, mais on va se dire que j'ai terminé avec les sommes. Un petit exemple? Allez, un petit exemple. Je vous propose de regarder la somme de 3 fois, allez, disons, 2 puissance i. Bon, peut-être pas 2 puissance i parce que je le mets beaucoup de puissance i. 3 puissance i. Plus, je sais pas, disons, genre 4i. Et puis allez, moins 1. Voilà. On va faire cette somme-là pour i allant de 3 à 10. Comme ça fait un truc assez difficile pour contenir un peu de tout. Alors, la première chose à faire, quand on a affaire à cette somme-là, il faut se ramener aux sommes qu'on connaît. Alors ici, les sommes qu'on connaît, c'est la somme des 3 puissance i, on est capable de donner la formule. La somme des i, on est capable de donner la formule. Et la somme des 1, on ne sait pas du tout. Ok? Bon, c'est ce que je vais faire dans un premier temps.
Et je peux le faire grâce à la linéarité de la somme. Donc, ce que je peux écrire, c'est que ça, c'est la même chose que 3 fois la somme, pour i allant de 3 à 10, pour 3 puissance i, plus 4 fois la somme pour i allant de 3 à 10, de i, moins, parce que moi je peux le sortir, somme pour i allant de 3 à 10, d1. D'accord? Donc là, ce que je viens d'utiliser, c'est la linéarité de la somme, hein. C'est une des propriétés de calcul que je vais énumérer. Donc voilà. Et là, je me suis donc ramené à toutes les sommes qu'on est normalement capable de calculer. Alors pour les calculer, on peut utiliser différentes méthodes. On peut très bien faire un changement de variable, comme je l'ai expliqué dans les autres exemples, ou alors on peut découper en deux sommes. C'est-à-dire que je peux très bien dire que ça, c'est la même chose que la somme de 0 à 10, moins la somme de 0 à 2, puisque je commence à 3. Je peux très bien faire ça. Pour ne pas vous embêter beaucoup, je vais juste faire des changements de variables, parce qu'on vient de le dire, on vient d'expliquer comment ça marche le changement de variable, donc on va faire ça. Alors là, le changement de variable que je vais faire, donc, je vais l'écrire quelque part. Le changement de variable que je vais faire, c'est que j'aimerais bien me ramener à i égale 0. C'est ça l'idée générale, je vais me ramener à i égale 0 parce que je suis capable de calculer les sommes quand i égale 0. Pour me ramener à i égale 0, ce que je vais faire, c'est juste je vais poser j égale i moins 3. Il est hors de question que vous m'écriviez j égale 3 fois i moins 2. C'est moins facile, enfin, quand on fait des sommes et qu'on veut multiplier par quelque chose ici, le i, ça va donner quelque chose qui va être assez différent en général. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire j égale 2 fois i moins 3. Ça va être beaucoup moins facile à manipuler. Je vous le dis tout de suite. Parce que ce qui peut se passer, c'est que vous loupez des termes. Si vous n'en êtes pas convaincu, je peux faire un mini-exemple. Si vous aviez fait, par exemple, i allant de 0 à 10 des i, donc ça veut dire que c'est 1 plus 2 plus 10, et que vous proposiez, par exemple, vous voulez faire une folie, et vous dites, allez, j égale, donc je sais pas, genre 3, je vais faire 3 fois i, allez, faisons cette folie, 3 fois i. Bah, vous voyez déjà que vous ne pouvez pas écrire i en fonction de j si facilement, parce que le changement de variable va vous dire, bah, vous faites i égale j divisé par 3. Et ça, quand on calcule des sommes, on n'est pas content, parce que ça, c'est pas toujours un entier. Ça, c'est pas toujours un entier. Là, vous avez un entier. Si vous prenez ne serait-ce que j égale 1, j égale 1, oui, j égale 1, bah, i, il n'y a pas de valeur de i, ça marche. Vous êtes un peu embêté là, on est d'accord? Donc bon, vous aurez beau essayer d'écrire, et je vais l'écrire, hein, juste pour vraiment vous montrer à quel point ça peut être aberrant, vous pourriez très bien vous dire, ok, allez, je vais jusqu'au bout quand même, je vais dire, bah alors j'ai j qui va commencer à 0, qui va arriver à 30, et puis allez, je vais jusqu'au bout de la folie, hein, le i, je le remplace par j divisé par 3. Ouais, alors cette somme-là, c'est quoi? Bah, c'est 1 sur 3 fois 1 plus 2 plus 3 plus 30. Et maintenant, on peut faire le calcul de chaque côté, comme ça vous allez être vraiment convaincu que c'est pas la même chose. Là, ici, vous avez quoi? Bah, vous avez d'après la formule 10 fois 11 divisé par 2. Donc, c'est-à-dire 55. Si vous allez assez vite au calcul mental. Donc 10 divisé par 2, ça fait 5. De l'autre côté, vous avez 1 sur 3 fois, et là vous avez 30 fois 31 divisé par 2. C'est pas pareil. Hein. Donc là, je divise par 3, ça fait 10, d'accord? Je divise par 2, ça fait 5, et du coup, j'obtiens 5 fois 31. Et ça me fait 155. On est d'accord que c'est pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même somme, en fait. D'accord? Donc non, hein, ces deux sommes-là ne sont pas égales. Et j'espère vous avoir convaincu qu'il ne faut pas faire n'importe quel changement de variable. Pour les sommes. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Pour les intégrales, on aura plus de choses. On aura le droit de faire plus de choses. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des réels. Quand on travaille avec des réels, rien n'empêche de diviser par 3, multiplier par 3. D'accord. Mais là, quand on travaille avec des entiers, ça ne marche pas comme ça. Et j'espère vous en avoir convaincu ici.
Donc il est hors de question que vous fassiez des changements de variables du type je vais faire x2i, ça marche pas comme ça. D'accord? Bon, alors maintenant que je vous ai convaincu, je vous propose donc ce petit changement de variable bien plus gentil que celui que j'ai proposé là-bas. Et je vais réécrire ce qui se passe, donc je vais avoir là, ça qui va être égal à, je l'écris en rouge, j'ai 3 fois la somme pour j allant de 0 à 7 de 3 puissance. Alors là, il faut que je remplace un petit peu, ça veut dire que i égale j plus 3. Donc je remplace par j plus 3. J plus 3. Plus la somme, 4 fois la somme pour j allant de 0 à 7 de j plus 3, encore une fois. Et puis il me reste moins la somme des 1. Donc j allant de 0 à 7 de 1. Comme i n'apparaissait pas dans la somme, c'est normal qu'il n'y ait rien qui change dans la somme. C'est laisse pas. Bon voilà, maintenant il y a encore une fois un petit découpage à faire. Alors bon là j'ai 3 puissance j plus 3, c'est la même chose que 3 puissance j fois 3 puissance 3. Donc je vais mettre le 3 puissance 3 en facteur. Là j'obtiens donc 3 fois 3 puissance 3 fois la somme j allant de 0 à 7, 3 puissance j, plus 4 fois la somme des j. Puis après là aussi je fais un découpage, j'ai la somme des j, j'ai la somme des 3. Donc plus 4 fois, parce qu'il y avait un fois 4 devant, somme pour j allant de 0 à 7 et 3. Je laisse décortiquer à fond. Bien évidemment, plus vous serez à l'aise, moins vous sentirez le besoin de décortiquer à ce point. Et là, je décortique à fond pour vous montrer que les règles de calcul vraiment marchent bien et il ne faut pas avoir peur. Donc ensuite, moins la somme des 1. J'aurais pu calculer depuis le début, hein, mais je le laisse comme ça juste pour le faire. Bon, puis maintenant que j'ai fait ça, bah, vous pouvez appliquer vos formules maintenant. Puisqu'on a toutes les sommes qui sont faites comme elles, qui sont mises comme il faut, commençant à 0, avec les bonnes puissances, ou avec le bon indice. Donc si j'applique les formules, j'ai donc 3 fois 3 puissance 3, alors 3 puissance 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27, re fois 3, 81, il est 81, fois, là j'applique la formule, 3 puissance 8, moins 1 sur 3 moins 1. Ensuite, plus 4 fois, et là encore une fois j'applique la formule, 7 fois 8 divisé par 2. Plus 4 fois, là c'est la somme des 3, le 3 peut sortir si on veut. C'est la somme des 1, et une somme des 1 c'est juste le nombre de termes qui apparaît. Donc là il y en a 8, attention. Donc il y a 8 termes, donc ça va faire 8 fois 3 en fait. Ce qui va se passer c'est ça. Fois 3 fois 8, ça c'est le résultat de la somme. Et enfin, moins 7, moins 8, d'ailleurs je suis tombé dans le piège là, moins 8. S'il y a 8 termes, on ne va pas dans la somme. Bon voilà, il ne reste plus qu'à terminer ce calcul. Alors, bon, je ne vais pas le terminer parce que 3 puissance 8, ça va prendre peut-être un peu de temps. Hein. Je veux bien faire moins avec 3 puissance 4, mais là 3 puissance 8 c'est un peu moins facile. 80 au carré, quoi. Voilà, mais bon. Bon, allez, on va être sympa, on va faire 80 au carré. Alors il y a une astuce pour calculer des carrés comme ça, j'en parle comme ça au moins. Je trouve que c'est le fun. On peut faire 80 plus 1 au carré et utiliser une identité remarquable quand on veut le faire de tête. Donc ça fait 80 au carré, ça va faire 640. Après 1 au carré, 1. Et puis après vous avez le double produit. Donc 2 fois 1 fois 8, 16. Et donc ça va donner 6, 5, 6. Voilà. Et quand on arrive à le travailler suffisamment, là ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais quand on le travaille suffisamment bien, les puissances de 2, après ça n'a plus de secret pour vous, vous pouvez le faire très rapidement. Et voilà. Donc, bref, et je pourrais remplacer tout ça, mais je vais m'arrêter là. Mais là l'important c'était la manipulation des sommes et utiliser des formules des sommes. Ah, une fois qu'on est arrivé à la formule là-bas, c'est juste du calcul, donc après vous pouvez utiliser la calculatrice, comme je le vois, c'est en dessous là-bas. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour terminer. Mais, voilà, c'est juste. Est-ce qu'il y a des questions?
manipulation de somme que je viens de faire. Non? Ça va? Bon, alors maintenant qu'on a à peu près compris comment marchent les sommes, on va aller un cran plus loin. Au lieu de regarder des sommes qui s'arrêtent, on va regarder des sommes qui ne s'arrêtent pas. Là, ici, on est en train de regarder des sommes qui s'arrêtent. On commence de 0, ou de 1, ou de 2, peu importe. Et on va jusqu'à une certaine valeur, jusqu'à 10, 100. Là, je vous propose d'étudier maintenant jusqu'à l'infini. C'est ça les séries. Donc on arrive à la troisième partie de ce cours 2. Les séries. Donc, comme je viens de le dire, je vais juste écrire ça. L'idée, c'est vraiment de dire, bah, là, cette fois-ci, on va regarder une somme. Cette fois-ci, je vais me permettre de l'indicer n. Je peux l'indicer i, je peux l'indicer j. Encore une fois, on s'en fout. Je vais mettre n, par exemple, commençant à 0, et maintenant, je vais pouvoir me permettre de mettre l'infini là-haut. Mais il va y avoir bien sûr des conditions pour lesquelles je vais avoir le droit de mettre l'infini. Je vais y revenir. Donc, on a ça, DUN, et ça veut dire quoi? Bah, je fais U0 plus U1. Il y a peut-être U milli qui apparaît quelque part, et je continue. Bon, bah, c'est ça, une série. Et la question qu'on va se poser sur ces séries, encore là, quand on fait une somme d'un nombre fini de termes, on sait très bien que ça se passe plutôt bien. On a un nombre fini de termes, on sait qu'on va avoir une valeur à la fin. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça nous donne vraiment une valeur? Et si vous y réfléchissez un tout petit peu, bah en fait, cette somme-là, on pourrait se dire, ok, c'est comme s'il m'avait mis un n là-haut. Bon, il faudrait changer l'indice ici, bien sûr. C'est comme si j'avais mis un n là-haut, et puis j'avais fait tendre n vers l'infini. C'est donc une limite, en fait. Ben voilà, vous avez compris ce qui se passe, donc. Donc la série, je vais le définir comme ceci. La série, là j'ai dit, la série des UN et la limite, quand n tend vers l'infini, de la somme pour i allant d'une certaine valeur. Vous pouvez commencer où vous voulez, a priori. Ça dépend à partir de quel moment vous avez le droit de faire les calculs. C'est pas obligatoirement 0. Jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, jusqu'à n, et je regarde la limite quand n tend vers l'infini. De limite. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'une série converge, est-ce qu'une série diverge? C'est ça les questions qu'on va se poser. Alors je vais donner quelques exemples. Puis bon, il y en a, ça va être facile de répondre, d'autres, ça va être un peu moins facile à répondre. Alors, le premier exemple que j'aimerais donner, c'est le suivant. Si je fais 1 sur 2 puissance i allant de 0 à n. Je vais commencer par ce premier exemple. Pour montrer que c'est pas fou de travailler avec des sommes avec un nombre de termes infini. Si je fais cette somme, d'après la formule des suites géométriques, la somme que j'ai donnée tout à l'heure de q puissance i, et bien ça, je vais avoir 1 demi puissance n plus 1 moins 1 divisé par 1 demi moins 1. Jusque-là, rien de bien méchant. Bon. Ok, alors je ne vais pas simplifier tout de suite, je vais regarder tout de suite la limite. On regarde la limite quand n tend vers plus infini de ce truc-là. Alors si je regarde la limite quand n tend vers plus infini de ce truc-là, je vois que ça, ce terme-là, c'est le q puissance i ou le q puissance n de tout à l'heure, où j'ai donné la limite, là, si vous vous en souvenez un peu. Il y avait plusieurs cas de figure, notamment quand q est compris entre moins 1 et 1, la limite de ce truc-là, c'est 0. Okay. Alors vous pouvez avoir en tête, vous pouvez avoir en tête l'exemple, là quand je fais 1 demi puissance i, vous pouvez avoir en tête l'idée que vous avez un gâteau et puis vous le divisez par 2 sans arrêt, et vous gardez la moitié à chaque fois. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une miette.
D'accord? Et cette pièce, vous êtes obligé de la diviser par 2, hein, je dois diviser continuellement par 2. Donc au bout d'un moment, vous n'avez plus rien. Donc c'est vraiment cette idée-là, hein, d'avoir un demi puissance tout en vers 0. Okay. Donc on a ça. Du coup, la limite peut se calculer, hein, parce que tout le reste ne dépend pas de n. Donc la limite, en fait, c'est tout simplement moins 1 divisé par 1 demi. Moins 1. Et là, il n'y a plus qu'à simplifier un peu. Alors ça va me donner moins 1 divisé par 1 moins 2. Alors il faut que je multiplie par 2 en haut aussi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par 2 en haut et en bas, la fraction. D'accord? Je vais l'écrire. Donc ça, on est bon. 1 moins 2, ça fait moins 1. Moins 2 divisé par moins 1, ça fait 2. C'est marrant quand même. Imaginez juste l'idée. Vous commencez à faire un chemin, puis à chaque fois que vous faites un pas, d'une certaine longueur, le pas suivant, je vous demande de faire la moitié de ce pas. Bon, ben, en fait la moitié de ce pas, puis vous refaites la moitié de ce pas, vous refaites la moitié, puis au bout d'un moment mes pieds se chevauchent, hein. Et puis en fait au bout d'un moment je m'arrête. Il y a un endroit, je ne vais jamais le dépasser. J'arrive à 2 quoi. Donc si imaginons que mon premier pas c'était 1 mètre, la longueur totale que j'aurais parcouru, ça serait 2. Et ce, si je continue à l'infini, mon parcours comme ça. C'est quand même assez marrant. Donc, bon. y a des paradoxes hein, liés à ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du paradoxe de la tortue. La tortue est de Hercule ou un truc comme ça, ou de Achille. Je ne sais plus si c'est Hercule ou Achille. Mais bref, l'idée qu'il y a une tortue qui prend de l'avance, c'est une course qui est organisée entre la tortue et Hercule, disons. Et puis bah, là, on laisse la tortue prendre de l'avance parce qu'on se dit, bon ok, elle est trop lente. Donc on va laisser un peu de temps. Elle prend 100 mètres d'avance. Et puis bon, Hercule commence à démarrer la course. Et là on vous dit, bon bah à chaque fois que la tortue avance d'1 mètre, le temps que la tortue avance d'1 mètre, Hercule aura réussi à parcourir la moitié du trajet qu'avait parcouru la tortue depuis le début. Et alors il fait la moitié, puis il re-1 mètre, moitié. Il y a un truc qui ne va pas, c'est que Hercule ne dépasse jamais la tortue. Alors peut-être je ne l'ai pas très bien énoncé, mais l'idée c'était vraiment ça, c'est que en fait, ce qui va se passer, c'est que plus l'idée de l'infini, c'est que plus vous allez vous approcher qu'Hercule va s'approcher de plus en plus de la tortue, mais la tortue va encore s'éloigner d'un cran. Donc en fait, il ne va jamais dépasser la tortue. C'est vraiment un truc assez marrant, voilà, comme truc, c'est un paradoxe. Et voilà, donc c'est vraiment un paradoxe. Oui, en tout cas, c'est un truc particulier pour comprendre l'infini. Mais en fait, ce qui s'est passé pour comprendre peut-être le truc qui ne va pas, c'est qu'on a découpé le temps de manière de plus en plus petite, hein, si vous voulez. Hein. Vous imaginez qu'en fait, on est en train de faire un ralenti de plus en plus lent. Au début, ok, la course elle va normale, puis à chaque fois qu'on fait moitié, bah, Hercule ralentit, tout comme la tortue ralentit. Donc voilà, c'est ce qui est caché un peu dans ce paradoxe. Bon, j'arrête mes divagations. Ok, alors je vais donner une autre somme, là ça va être un peu plus simple de savoir ce qui se passe. Si je fais la somme pour i, et i allant de 0 à n, là je peux encore balancer une formule, hein. J'ai donc n fois n plus 1 divisé par 2. Et là je pense que c'est assez clair que si je regarde la limite quand n tend vers l'infini de ce truc-là, je vais le réécrire un peu plus loin, limite quand n tend vers l'infini, n fois n plus 1 sur 2, bah ça va être plus infini. D'accord? Donc dans le premier cas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la série converge, et dans le deuxième cas, on dira que la série diverge. Voilà. Alors la divergence, c'est juste la même chose que ne pas converger. Hein. Soit ça diverge et ça va loin vers l'infini, soit ça diverge mais on n'est pas capable de calculer la somme. On n'est pas capable de donner le résultat final. Dans ce premier cas, on dit que la somme pour n allant de 0 à l'infini des 1 sur 2 puissance n converge, et on peut donner la valeur, cette somme vaut 2. Et de ce côté-là, on dira que la somme, ou la série, parce que maintenant je peux parler de série, la série des n diverge. Je vais écrire CV pour converge, DV pour diverge. Je vais mettre un autre exemple pour vous montrer qu'il peut y avoir des cas de figure où on ne peut pas savoir ce que va valoir la somme. À la fin, en tout cas, on ne peut pas connaître la limite. Ben, si je propose la somme
pour i allant de 0 à n des moins 1 puissance i. Si je fais cette somme, alors vous pouvez vous dire soit c'est une suite géométrique et j'applique la formule, ça marche, soit vous pouvez juste regarder ce qui se passe quand n est pair et quand n est impair, et vous remarquerez que soit ça vaut 1, soit ça vaut 0. Vous faites 1, moins 1, 0, plus 1, 1, moins 1, 0, et ainsi de suite. Okay. Bon. Après, c'est comme vous voulez. Moi, là, je vais balancer peut-être la formule, si vous préférez. Donc, moins 1 divisé par 1, moins 1, enfin moins 1, je vais mettre moins 1, moins 1. Et donc, on va se rendre compte, maintenant que j'ai mis la formule, on peut se rendre compte encore plus, que, en effet, ça va donner 1 si n est pair, oui, pair, 0 sinon. Donc un coup je vaut 0, un coup je vaut 1, un coup je vaut 0, un coup je vaut 1, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de limite. Et donc ici, dans ce cas-là, on dira aussi que cette série diverge. Tiens, ça me permet d'introduire une autre notation. Je peux très bien écrire, pour parler de la série, juste je fais l'indice i, pour dire par rapport à quoi je fais la somme, mais je ne suis pas obligé, quand je parle de la série, je ne suis pas obligé de mettre les bornes. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, quand je fais une série, c'est regarder en plus infini ce qui se passe. Donc je peux commencer à 0 si je veux, mais je ne suis pas obligé. Je pourrais commencer ailleurs. L'important, c'est que la borne au-dessus, c'est plus infini en fait. C'est une autre notation pour définir les séries. Au lieu d'écrire une valeur en plus infinie, je peux l'écrire comme ça. Est-ce que ça va jusque-là? Qu'il y a des questions? Non? Donc voilà, je vous ai introduit ce que ça signifie qu'une série converge et une série diverge. Alors je vais donner une petite propriété. Si la série, alors je vais maintenant vous habituer un peu à la notation de série. Donc si la série, comme ceci, DUN, converge, alors le terme général tend vers 0. Donc alors, la limite, quand n tend vers l'infini de UN, égale à 0. Bon, la preuve, elle n'est pas méchante, alors je vais vous la faire. Alors la preuve va marcher de la manière suivante. Je vous rappelle que cette série, c'est une limite. Tout ce qui me reste à juste écrire, c'est qu'est-ce qui se passe avant d'arriver à cette limite. Okay. Donc, si j'écris la somme pour j allant de 0, alors je vais faire juste une petite soustraction et vous allez voir que je vais pouvoir faire le lien entre la somme, la série et le terme général. Donc si je regarde la somme pour j allant de 0 à n plus 1 de uj, moins la somme pour j allant de 0 à n. Alors, je devrais, excusez-moi, ça c'est parce que je veux le bon indice. Donc je vais mettre n, n-1. Désolé. C'est juste pour que le résultat final donne le bon indice. DUJ. Si je fais cette soustraction, qu'est-ce qui se passe? Bah, d'un côté, je suis en train de faire U0 plus U1 plus blabla plus UN. Puis de l'autre côté, je soustrais la somme 0, U1 jusqu'à UN-1. Donc il y a plein de termes qui s'en vont. 0 avec 0, 1 avec 1, UN-1 avec UN-1. Et il reste un seul terme qui survit, c'est UN. Donc si j'avais mis n plus 1 n, j'aurais obtenu n plus 1. Bon, très bien. Et quand n tend vers l'infini, bah vous savez que ces séries convergent. Donc ce que je peux écrire, donc, on sait que la série DUN converge, ça implique que je peux écrire la limite quand n tend vers plus infini de la somme pour j allant de 0 à n, et j, comme étant une valeur n, qui est une valeur finie. Ok? Bon, bah quand je vais tendre n vers plus infini, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais avoir n. Ici, je vais avoir n aussi. C'est juste que j'ai un terme en moins, mais
quand je tends vers plus infini, ce terme en moins va être quelque part compensé. Juste loin vers l'infini, il va être compensé. Donc ce que je vais avoir, c'est la chose suivante. Si je regarde la limite quand n tend vers plus infini de un, ben ça va être égal à L moins L. Voilà. Donc le terme général tend vers 0. Et remarquez-le par vous-même, ce terme-là tendait vers 0, 1 demi puissance n. Hein, je l'ai redit ici d'ailleurs, 1 demi puissance n, ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc ça va, on va bien. Là, ici, ça diverge, le terme général ne tend pas vers 0. C'est normal. Ok? Puis là, pareil, hein, ça diverge, le terme général ne tend pas vers 0. Juste moins 1 puissance 6 ne tend pas vers 0. Il n'y a pas de limite pour moins 1 puissance 7. Donc la série ne converge pas non plus. Alors, ce que vous voyez, c'est que ce petit truc-là qui est bête, hein, si je puis dire, je ne sais pas si pourquoi c'est bête, mais en tout cas, je trouve que c'est relativement bête. Ce petit truc permet quand même, d'une certaine manière, de vérifier si une série diverge ou pas, juste en regardant si le terme général tend vers 0. Mais ça ne va pas suffire. C'est ce que je vais affirmer maintenant. Ainsi, si la limite en n tend vers l'infini de un est différente de 0, ben vous savez que la série diverge. Alors qu'est-ce que j'ai fait entre les deux? J'ai juste fait une contraposée. Oui, une contraposée. Pour ceux qui aiment bien la logique. J'ai juste fait une contraposée. J'ai fait si quelque chose, alors quelque chose. La contraposée, c'est dire si non quelque chose, alors non l'autre. S'il pleut, il y a des nuages. S'il n'y a pas de nuages, alors il ne pleut pas. C'est juste ça que j'ai fait. Et ça vous donne un petit critère pour savoir si une série diverge ou pas. Ok? Mais ce critère ne va pas suffire. Et donc là, par contre, je vais donner un exemple. Mais je ne vais pas du tout le développer parce que cet exemple, c'est pour le devoir. Cette somme, ou série, non, je commence à 1, parce que ça n'a pas de sens. Cette série, elle diverge. Alors que le terme général tend vers 0. Et là, c'est un des premiers exemples qu'il va falloir avoir en tête pour... Alors, pour vous en convaincre, faites le devoir 1. Devoir 1, exercice 3. Et il suffit de faire le devoir jusqu'à la question 4, je crois. Si je me souviens bien. Donc, si vous faites l'exercice 3 jusqu'à la question 4, vous aurez réussi à démontrer que la série des 1 sur 4 diverge. Alors que le terme général tend vers 0. C'est quand même assez... Enfin, ça peut laisser perplexe. Quand même. Mais voilà, il peut arriver qu'il y ait des séries comme ça. Alors il va falloir aller un peu plus loin donc, pour savoir si une série converge. Et ça, un peu plus loin, ben, on va utiliser quelques petites choses qu'on sait faire avec les fonctions et qu'on sait faire maintenant aussi avec les suites. Parce que je vous ai rappelé qu'avec les suites, on peut regarder les limites, on peut les comparer, c'est-à-dire qu'on peut savoir si c'est équivalent, si c'est un petit taux ou si c'est un grand taux. On peut savoir ça, comme pour les fonctions, en plus infini. Eh bien, savoir ces choses-là, pour savoir si une série converge ou pas, ben, ça va être très utile. Alors, pour cela, il va nous falloir des références, des suites de références. Alors oui, je viens de tilter, c'est vrai que c'était la sonnerie pour dire qu'on va faire pause, donc on va faire pause. Est-ce qu'il y a, donc avant que j'annonce tout ça, là, ce qui va suivre, c'est exactement de vous donner des suites pour lesquelles on sait que la série converge, ou des suites pour lesquelles on sait que ça diverge. Et puis à l'aide de ça, bah, on va essayer de dire, bah, si j'ai une suite un peu moche, je vais essayer de la comparer avec ces autres suites. Et si j'arrive à conclure que oui, c'est un peu la même chose que cette suite et cette suite, je sais que la série converge, alors la somme que j'ai sous la main converge. C'est ça qui va se passer. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, non? Alors pause.